Bonjour, cette présentation est intitulée Mesurer les comportements vis-à-vis de la contraception. Cette séance fait partie de notre programme de gouvernance et de promotion et je serai votre modératrice. Je m'excuse avec les interprètes parce que je ne les vois pas, mais je sais que cet événement est hybride et je voudrais tout d'abord vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, nous avons Monsieur le docteur Khalil Sanogo qui est chargé de l'évaluation et du suivi d'Avenir Health. Il est également le responsable, le chef des liaisons et du projet en Côte d'Ivoire. Et il est un promoteur actif des engagements et de notre engagement et pour la planification familiale et 2030. Alors, soyez les bienvenus. Ensuite, nous avons Madame Aurélie Bruni, chercheuse en chef de Family Health International. Il travaille sur la scalabilité des projets ainsi que l'évaluation pour le développement des projets d'égalité. Elle travaille également sur le développement des pratiques de grand impact et chez les familles. Elle se focalise aussi sur le développement des moyens pour favoriser l'utilisation élargie de la contraception. Ensuite, nous avons Madame Shisa Farid, qui est une analyste de planification familiale et d'experte dans l'utilisation des données. Après, nous avons Monsieur le docteur Philippe Anglewitz, chercheur en chef du projet PMA, Performance Monitoring for Action. Il est en charge du suivi du projet ainsi que de l'évaluation et l'accès aux données. Il est surtout intéressé dans les domaines du développement international en lien avec la planification familiale, l'impact de la pandémie de COVID-19 et je vous donne la bienvenue. Chacun de nos intervenants aura à peu près 10 minutes pour son intervention et nous donnerons l'opportunité à la fin et à tous nos intervenants de participer dans une petite séance ou session de questions-réponses. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que mon intervention sera en français dans la mesure que je viens d'un pays francophone. Today, I am going to talk about the progress regarding monitoring and evaluation and the advance that has been made among the users of contraceptive methods, as well as the use of cell phones in order to promote family planning.
First of all, I will give you an overview of my country, the Ivory Coast. Donc atteindre le dividende démographique. Mais tout cela devra se faire dans un système de coordination et de suivi efficace. Pourquoi un suivi? Notre prévalence contraceptive est encore très faible, estimée à 25%, je l'ai dit, et les besoins non satisfaits sont à 22,9%. Avec tout cela, il y a encore d'autres problèmes, notamment la faiblesse de la qualité de nos données, ce qui nous amène à se demander, est-ce que nous avons un bon système de suivi efficace? Parce que dans ce système de coordination que nous devons mettre en place, il y a le programme santé mère-enfant qui coordonne toutes les activités liées à la santé de la mère et de l'enfant. Il y a la direction de l'information et de l'informatique sanitaire qui coordonne tout ce qui est donné. Alors, donc, le ministère a décidé donc que ces deux entités-là travaillent en synergie afin de mettre en place un bon système de suivi et évaluation de toutes les données au niveau du pays. C'est ce qui nous a mené donc à mettre en place une innovation, je vais dire, qui va nous permettre de pouvoir suivre efficacement les utilisatrices en matière de planification familiale. Alors, il y a eu deux phases donc dans la mise en place de ce système de suivi pour les utilisatrices. La première a concerné donc la direction de l'information sanitaire. Et à ce niveau, c'est un processus continu. C'est-à-dire que cette activité se fera chaque fois qu'il y aura la création d'un nouvel établissement sanitaire en Côte d'Ivoire. Alors donc, la direction de l'information et de l'informatique sanitaire a procédé à un recensement de tous les établissements publics et tous les établissements privés en Côte d'Ivoire. À ces établissements-là, nous leur avons attribué un code unique qui permettra donc de suivre toute personne qui va avoir accès à ces établissements-là. Donc, ce code créé, il y a bien entendu d'autres établissements qui peuvent naître en cours de chemin. Donc, ces établissements-là vont automatiquement recevoir un code unique pour le suivi. La deuxième phase, elle s'est faite au niveau donc du programme santé de la mère et de l'enfant. Et ce programme-là qui est en charge de la santé de la mère et de l'enfant a en 6 mois fait la révision des principaux outils de gestion en matière de planification familiale, la formation des prestataires et l'établissement du répertoire téléphonique de tous les établissements de santé et notamment des responsables de ces établissements-là, spécifiquement pour la planification familiale. Donc, qu'est-ce qui nous a amené donc à obtenir ce code-là? Par le passé, la nomenclature des dossiers des clients quand ils accèdent à nos établissements, c'était 2 chiffres, le numéro d'ordre et l'année de la visite. Donc, il était très difficile, à partir de ces 2 chiffres-là, de suivre une cliente qui vient du nord ou qui vient du sud. Donc, ce que nous avons fait, nous avons proposé donc que pour tout dossier de chaque client qui viendrait, il faudrait non seulement le numéro d'ordre,
le mois de la visite, les 2 derniers chiffres de l'année et le code unique du centre de santé qui suit donc chaque client. Ce qui nous permet de savoir tel client vient d'une structure qui est dans le nord, tel client vient d'une structure qui est dans le sud, et il est plus facile donc de pouvoir interchanger les informations entre les structures de santé pour suivre efficacement les clientes. Et mieux, dans certaines structures, il peut y avoir 2 ou 3 postes de consultation. Donc, il serait pas aisé de ne pas savoir tel client a été reçu dans le poste 1, dans le poste 2. Donc, on a ajouté un P1, P2 ou P3 en fonction du nombre de postes. Et encore, on est allé un peu plus bas puisqu'il y a les agents de santé communautaire qui, eux, font aussi la distribution à base communautaire, qui suivent aussi des clientes. Donc, chaque agent de santé communautaire, dépendant d'une structure de santé, va avoir cette même codification, mais avec le numéro ASC1 ou ASC2, en fonction donc de le numéro que va lui attribuer la structure de santé. Et puis, les établissements de santé, entre eux, échangent des informations. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus? Avant la mise en place de ce système, donc, les 6 premiers mois, on a juste présenté les 6 premiers mois avant la mise en place de ce système. Vous voyez ici que la courbe en bleu devant vous ici présente les femmes perdues de vue, c'est-à-dire celles qui ne sont pas venues à leur rendez-vous. Et avant la mise en place de ce système, le nombre d'utilisatrices perdues de vue était largement supérieur au nombre d'utilisatrices protégées, c'est-à-dire celles qui utilisent des méthodes. Et lorsque nous avons commencé, bien entendu, après les formations, on a constaté qu'il y a eu une chute spectaculaire du nombre d'utilisatrices perdues de vue. C'est-à-dire qu'on arrivait à savoir où elles sont et elles venaient régulièrement à leur rendez-vous. Et par la même occasion, une augmentation du nombre d'utilisatrices protégées. Ça, c'est ce système-là que nous avons eu comme résultat pour la phase pilote dans la zone de l'Ouest. Et autre résultat que nous avons pu avoir, c'est que le système de rappel automatique nous a permis donc de pouvoir suivre 97% des utilisatrices de méthodes contraceptives de la région concernée, la région de l'Ouest. Et le nombre de perdus de vue, qui était estimé à un peu plus de 50% chaque année, est passé en une année à 13%. Donc, il était plus facile de suivre les utilisatrices. Et la couverture contraceptive de cette zone-là est passée de 19,5 à 23,3% en une année. Cette couverture contraceptive, bien entendu, est estimée à partir du nombre d'utilisatrices protégées sur le nombre d'utilisatrices de femmes, sur le nombre de femmes en âge de procréer. Quelles sont les leçons que nous avons pu tirer donc de cette initiative-là? J'avais beaucoup à présenter, mais compte tenu du temps. Les initiatives, c'est que cette méthodologie permet de maintenir plus longtemps les utilisatrices dans la cohorte de la planification familiale. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une bonne couverture en termes de prévalence contraceptive. On a eu donc une augmentation des femmes protégées, un meilleur suivi de ces femmes-là, et surtout une amélioration de la collaboration entre établissements. Parce qu'une utilisatrice qui va dans un établissement peut être rattrapée par son établissement d'origine et fait donc un meilleur suivi. Et nous pensons, in fine, que ce système de codification-là peut être le moteur afin donc d'améliorer la planification familiale et pourquoi pas d'informatiser le secteur de la planification et suivre avec, je vais dire, des objectifs très intéressants nos utilisatrices en matière de prévalence contraceptive, en matière de planification familiale. Je vous remercie. Merci, Dr. Sanogo. Please. Now we'll hear from Ms. Farid. Thank you. Hi, everyone. My name is Shiza, and I'm with FP 2030, and I'll be presenting today on contraceptive discontinuation, reviewing current methodologies and implications for global monitoring. Merci tout le monde. Bonjour, je vais présenter ma session sur l'interruption de la contraception, une analyse des méthodologies
actuelle et utiliser une approche inductive à méthode mixte pour rendre opérationnelles les mesures de l'auto-soin en matière de planification familiale. Dû à la pandémie de la COVID-19, nous avons dû analyser des indicateurs de planification familiale et pour cela, nous avons créé un groupe de travail d'experts en planification familiale qui ont donné des informations clés sur FP 2020 et comment faire cette mesure de cadre FP 2020 à 2030 et analyser plus de domaines pour le rapport. En 2013, il y a eu la motivation de travailler sur la discontinuation et depuis 2013, le groupe de travail de FP 2020 a travaillé sur les indicateurs de discontinuation, même si en 2013, nous avons vu que les rapports de la discontinuation, ceci veut dire que la femme est en risque d'une grossesse de switching qui est une sorte de discontinuation, mais le rapport de 2020, ce qui dit est le taux de discontinuation a changé. Et on a encore des questions additionnelles en 2020. La plupart de ce travail est fait par Dr. Koena Brand. Les deux questions que nous avons posées et auxquelles je vais répondre est comment faire le changement de discontinuité pour la programmation inductive à méthode mixte. Tout d'abord, nous allons commencer avec les différents calculs et les approches et pendant la deuxième question, nous allons répondre de comment considérer le switching lors du rapport. Donc, d'abord, je vais expliquer la première question, et c'est une analyse pour informer comment FP 2030 va avoir un impact sur les taux de discontinuité. Donc, nous avons commencé dans les pays de Zimbabwe, Ouganda, Mali, à cause de leur taux élevé de discontinuité. Nous avons utilisé des enquêtes avec des données du calendrier. Je ne vais pas passer dans les détails, mais nous avons utilisé des commandes et des données de STD qui mesure les taux de discontinuité et SDS qui calcule les fonctions de survie ou d'échec. Et nous avons aussi pris en compte les injections, les UIT et d'autres méthodes. Cette information va nous partager plus de données sur comment calculer les taux de discontinuité, qui est une approche de compétitivité. Ceci nous aide à avoir une approche du taux de discontinuité beaucoup plus facile, comme le rapport, l'enquête de santé publique. Et nous avons que c'est des rapports qui nous permettent de les comparer. Donc, on peut comparer les taux entre pays. Et ce que nous voulions dans le rapport 2030 est un rapport dans un cadre avec tous les pays pour faire la comparaison. Donc, nous avons voulu ajouter les taux d'Indonésie, de Thaïlande ou de Rwanda. Ce n'est pas seulement la comparaison de taux incomparables, mais avec cette recherche, nous avons interprété les enquêtes et la technique. Vous allez voir que nous avons un taux de discontinuité pas complet. Donc, voilà toutes les méthodes et tous les pays que j'ai dans la liste. Ça va être difficile de les interpréter, mais je vais quand même vous offrir quelques exemples. Voilà, vous allez voir les méthodes par pays que nous avons révisées. En vert, vous allez voir les détriments multiples et en jaune, les simples. Nous avons des résultats pour Mali, Zimbabwe, l'Inde. Par exemple, l'Inde a l'usage de contraceptifs. L'Ouganda a un chiffre très élevé d'injection pour le taux de discontinuité.
comme on le voit aussi au Mali. Donc, partout, et j'aimerais aussi mentionner que les petites boîtes en bas sont la méthode la plus commune ou la deuxième la plus commune. Donc, les contraceptifs en deuxième place en Inde, en Mali et à l'Ouganda. Donc, partout, nous voyons que les taux sont assez stables et se chevauchent. Donc, nous avons, voilà, les indicateurs pour la discontinuité simple et multiple. Pour les taux de 2021, nous avons une autre analyse de switching utilisée avec Windows. Vous allez voir avec la prochaine diapositive. Et nous avons 6 définitions du switching. À gauche, vous avez un cadre et je vais parler des barres jaunes. Donc, l'enquête de santé publique calcule le switching comme si une femme qui utilisait une méthode qu'elle n'utilise plus, elle commence une autre méthode le mois prochain. Donc, on a un switch, un changement. Mais si elle veut une méthode plus effective, elle a 1 mois pour faire le changement. Donc, ce temps permet aux femmes de passer d'une méthode à une autre jusqu'à 3 mois ou 4 mois pour une méthode plus efficace. Et à gauche, nous avons révisé les définitions en enlevant cette condition en affectant une femme ou plus. Donc, nous avons vu qu'il y a un changement avec un temps de 3 mois entre-temps. C'est assez difficile à interpréter, mais je vous prie de vous centrer sur les couleurs, car ici, nous voyons des différents taux de changement de méthode. Ces taux ne sont pas significatifs pour la plupart des méthodes dans la plupart des pays. Il y a quelques différences que je vais expliquer dans la prochaine diapositive. Je vous rappelle que je compare les différentes définitions de switching comme l'écrit le rapport. Donc, au Népal, la méthode la plus commune, vous allez voir les estimations les plus communes. Donc, pour le taux de discontinuité, en bleu et en vert, c'est comment ça évolue basé sur le MST. Vous allez aussi voir 2 flèches jaunes qui nous montrent la définition 1D qui nous permet une brèche de 1 mois comparée à 2D qui a une brèche de temps beaucoup plus élevée de 3 à 4 mois. Elles sont assez différentes, mais l'efficacité de la méthode est ce qui est important à ce point. Donc, si vous voulez vous assurer programmatiquement, vous ne devez pas prendre autant de temps pour le considérer comme un changement. Quant aux pilules, je base ces comparaisons avec l'échauffement qu'on a vu dans les rapports. Et pour l'Inde, par exemple, nous avons vu des différences. Nous avons les préservatifs qui est la méthode la plus commune en Inde. Il y a un changement, même si les taux augmentent, même en faisant l'analyse de changement. Quant aux pilules, je n'ai qu'à dire que la définition 1B qui nous donne un créneau de 1 mois à 2 mois, même jusqu'à 3 ou 4 mois, si vous voulez une méthode plus efficace, ça existe, mais la différence dans le changement est de 6. Donc, il y a une augmentation du pourcentage de ce que nous considérons le changement par 6%. Donc, encore une fois, on doit se demander si nous devons changer la définition de changement avec des usagers qui font un changement de méthode de contraception de 1 à 3 mois. Donc, le rapport 2020 qui vient d'être publié nous montre ces différents taux et des différentes définitions de changement.
Nous n'avons pas vu de différence significative entre les détriments simples et multiples, même s'il y a une augmentation dans les taux de changement quand on a des définitions plus flexibles, mais ça ne change pas beaucoup à niveau statistique. J'ai quelques exemples sur ce qui fait plus de sens dans la programmation quant au taux de changement, en prenant en compte les différentes méthodes. Et la dernière question que FP 2020 n'a pas encore adressé, mais nous essayons d'y répondre avec la communauté de mesure, et comment trouver une méthode plus efficace, et est-ce que nous devons l'enlever, car même si une femme a besoin d'une méthode plus efficace ou pas, c'est le choix de la femme. Donc, même si nous changeons la définition, peut-être que le prochain pas et de enlever ce pas-là dans la société. Donc, ça serait une condition. Merci. Merci beaucoup, Madame Farid. Maintenant, nous avons Dr. Anglovich. À la fin, je vous assure que je vais arriver à prononcer votre nom. Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Philippe Anglovich. Je représente l'étude de PMA de l'Institut Johns Hopkins. Donc, je vais parler des caractéristiques associées à la constance des rapports de l'utilisation contraceptive, évaluer la fiabilité des calendriers contraceptifs sur 10 sites PMA. Les calendriers sont très utilisés et très utiles pour avoir un rapport sur les données de 3 à 5 ans. Nous avons dans les calendriers des données telles que avec des informations importantes. Nous avons fait ceci aux États-Unis. Et les calendriers ont des grandes conséquences, des très bons résultats. Ils sont utilisés partout dans le monde pour pouvoir faire un suivi statistique sur des données. Donc, voilà une photo de comment ce que ressemble le calendrier et les caractéristiques. Donc, est-ce que les données du calendrier sont précises? Donc, nous avons utilisé deux approches. Tout d'abord, l'approche de population, où nous utilisons un calendrier pour utiliser un URPC. Donc, nous avons la mesure de l'usage du calendrier pendant un an, qu'on compare avec des autres données d'une autre source, avec des données démographiques. Comme ça, nous pouvons comparer les données générales du calendrier et des rapports généraux pour voir comment ça change. Cependant, nous n'avons pas l'information sur les caractéristiques des femmes ou féminines. Pour cela, nous avons besoin d'un panel de longitude pour pouvoir ajouter l'information des usagers des contraceptifs dans le calendrier. Donc, nous avons 3 études que nous avons utilisées pour le niveau du calendrier. Le premier était au Kenya, le deuxième Bangladesh et le troisième du Maroc. Même si ces analyses sont très importantes pour ajouter plus d'informations au domaine sur les calendriers, ils sont quand même assez limités quant à la géographie, car on n'a pas la représentation nationale et le contexte aussi, le MPCR est assez élevé, la fertilité est assez basse, donc nous travaillons avec un contexte assez différent. Quant à la responsabilité ou le calendrier à avoir aussi sur comment les femmes l'utilisent. Donc, c'est aux femmes d'ajouter les informations, les dates pour que le calendrier puisse analyser les données et nous donner l'information la plus précise. Donc, nous avons identifié les caractéristiques identifiées avec les données de 7 analyses différentes. Nous avons pu identifier les caractéristiques du calendrier, aussi la volonté des femmes d'enregistrer
leur chemin de contraception, car sans l'information qu'elles ajoutent, nous n'allons pas pouvoir bien analyser les données ni avoir plus d'informations pour cette recherche. Les données pour cette recherche viennent de PMA, qui a commencé en 2013 et a recueilli des données et des indicateurs clés depuis cette année-là. Le PMA représente tous les domaines où ils opèrent et ça peut être au niveau national ou sous-national ou même les deux niveaux. Au Kenya, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire a été présent et nous avons aussi des représentants en Kenya et au Burkina Faso. En Nigerie, nous travaillons aussi et dans la province de Kinshasa et en Inde. Donc voilà les géolocalisations pour cette analyse. À la fin de cette analyse, nous avons fait un changement d'approche en 2019 pour pouvoir prendre en compte tous ces contextes, pouvoir donner un suivi des femmes et les contacter tous les ans pour faire le suivi des enquêtes, ce qui nous a permis de comparer les données du passé avec leur méthode de contraception actuelle. Comment on a fait ça? Voilà un diagramme de comment on a fait l'analyse. Ici derrière, nous avons le calendrier avec le suivi. Donc ici, nous voyons un rapport de données et le calendrier de la deuxième étape. Nous voyons en jaune le calendrier de la première étape. L'interprète s'excuse, l'orateur est très loin du microphone. Nous avons fait donc une comparaison entre le calendrier numéro 1 et le numéro 2 pour avoir le résultat de données. Pendant la première année, nous avons utilisé une approche très simple avec 3 catégories. L'usage de contraception, grossesse et résultats de grossesse. Donc ici, étape numéro 2. Le rapport de l'étape numéro 2 et le rapport de l'étape numéro 1 dans le calendrier. Les boîtes, les cadres en orange nous montrent la comparaison. Donc, par exemple, si nous voyons l'usage des femmes qui nous a dit qu'elles utilisent la contraception, 89% ont utilisé le calendrier pour ce mois-là. Donc, ceci nous montre une volonté et un accord entre le calendrier et le rapport. Donc, ici, on voit que les femmes ont bien utilisé le calendrier. Donc, voilà notre approche de base. Après cela, nous avons compliqué un peu plus l'approche où nous avons utilisé la même méthode, mais au lieu de voir l'usage de contraception, on l'a vu par méthode. Donc ici, on a vu une correspondance de rapport avec toutes les méthodes de contraception en incluant la stérilisation, les implantations et d'autres méthodes modernes et traditionnelles. Et donc, nous les avons classifiées. Cette analyse s'appelle 10 x 10 car nous avons 10 catégories et voilà l'analyse qu'on a utilisée pour la plupart de notre travail. Après avoir analysé le résultat de la responsabilité, nous avons pu le ajuster avec une approche de 10 x 10 pour avoir une mesure beaucoup plus précise, pour avoir aussi un résultat binaire, pour que ça puisse bien se comparer avec le calendrier. Nous avons pu aussi utiliser des données sociodémographiques telles que l'âge, le genre, les enfants et la complexité. Donc, quels sont les événements que les femmes ont écrits dans le calendrier? Et on voit que s'il y a plus d'événements dans leur vie, il y aura moins d'accords car les calendriers qui ont
plus de complexité vont pas être remplies comme les calendriers les plus simples. Donc, avec les calendriers les plus compliqués, nous avons d'autres caractéristiques et d'autres informations à remplir, telles que la grossesse. Nous croyons aussi que ça a à voir avec la liberté que sentent les femmes sur écrire un rapport sur leur méthode de contraception. Donc, nous avons la prévalence au niveau communautaire et la mesure au niveau communautaire, le pourcentage des femmes au niveau communautaire qui sont d'accord avec la planification familiale. Cependant, ce n'est que pour les femmes mariées. Nous avons utilisé cette approche pour d'autres rapports. Et quant aux résultats des statistiques et de pourcentages, nous avons une analyse de 3 x 3 pour l'approche. L'orateur est très loin du microphone, l'interprète n'arrive pas à entendre. Nous voyons donc les barres qui représentent le taux par pays et par région. Nous avons donc le pourcentage des accords et nous avons aussi les décorations, les catégories par étape. Nous voyons ici qu'il y a une cohérence entre les pays et le calendrier 3 x 3 comparé à l'approche plus large. Et quand nous analysons les accords, nous avons un taux qui peut arriver jusqu'à 90% ou même 60%. Donc, pour la plupart d'entre eux, les accords sont dans le niveau un niveau raisonnable, même presque parfait. Quant à l'approche 10 x 10, qui est une approche plus précise entre la comparaison des données des calendriers, nous voyons encore une fois le pourcentage des accords qui va de 70% jusqu'à 80%. Et ceci nous donne des résultats plus précis, même si les taux de responsabilité de l'accord ont baissé. Donc, je dirais que ce n'est pas trop mal. Nous avons aussi des récréations multivariables qu'on a pu calculer avec beaucoup de chiffres et ceci nous donne un résultat comparatif entre les pays. Donc, tout d'abord, nous avons moins de responsabilités avec les calendriers. Donc, nous avons ces obligations des femmes avec plus de grossesse. Donc, si le calendrier est plus complexe, il y a moins de responsabilités où les femmes se sentent moins obligées pour ajouter leur information. Nous avons aussi utilisé la ligne de base de 7 sur 8. Et après, avec les mesures sociales, qui sont les mesures qui captent la volonté des femmes, il y a moins de femmes qui utilisent les méthodes de contraception et on a vu ça sur 7 sur 9 contextes qu'on a mesurés. Ceci montre que ce n'est pas seulement la volonté des femmes de se rappeler de prendre une méthode de contraception, mais aussi de faire le rapport. Car si ce n'est pas une information qu'elle partage avec son époux, pourquoi elle le partagerait avec nous? Donc, voilà ce que nous avons trouvé, ainsi que d'autres facteurs qui n'ont pas été associés avec le processus de responsabilité. Et j'aimerais finir ma présentation avec 2 questions. Quand vous voyez le calendrier, est-ce que ça nous apporte un résultat positif? Je dirais que oui, mais ça vient avec quelques questions à prendre en compte.
pour voir s'il y a un accord de l'utiliser pendant 1 ou 2 mois. Nous avons utilisé des approches comme celle-ci pour augmenter l'accord de responsabilité. Donc, si on a un calendrier plus simple, la volonté et l'accord est plus élevé. Donc, les données du calendrier sont précises et on peut les utiliser, mais il faut faire attention avec ce que nous demandons quant aux données. Et nous avons aussi beaucoup d'événements de reproduction des contraceptions chez les femmes et ceci est important de faire le rapport. Nous avons aussi utilisé un calendrier PMA de 2 à 3 ans et ce que nous avons appris des études d'avant est que si nous prenons jusqu'à 3 ou 5 ans, nous n'allons pas avoir des données aussi précises. Donc, pour PMA, le maximum est de 3 ans, personnellement. Je n'irai pas jusqu'à 4 ou 5. Et deuxièmement, comment améliorer la précision du calendrier? Je dirais 3 choses. Tout d'abord, la formation. Donc, nous avons produit quelques vidéos pour nos intervieweurs et on leur a donné du temps pour qu'ils se sentent en confiance en utilisant cet outil. Deuxièmement, nous avons utilisé des fiches techniques pour le recueil de données, des fiches techniques que nous avions dans nos téléphones portables. Et les intervieweurs ont pu interviewer les femmes, écrire et répondre aux questions de l'enquête et puis les entrer dans le téléphone portable. Mais on a aussi pris des photos avec les documents qui ont été répondus à la main et ce qu'elles ont ajouté dans le programme ou la plateforme. Et on a vu qu'il y avait beaucoup d'informations manquantes quand on faisait la transaction entre le document papier et ajouter l'information sur la plateforme. Et troisièmement, la zone géographique était un autre défi pour augmenter la qualité des données. Beaucoup des éléments de la société quant à la contraception va avoir une affection avec l'intervieweur et la connaissance que cette personne peut avoir avec le contexte national. Ça serait tout de ma part et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là avec vous pour parler de notre projet. Notre projet s'appelle A-Forest. Il a profité de l'appui de USAID et nous sommes très fiers. Donc, nous avons examiné la capacité des familles et des communautés pour promouvoir la santé ainsi que la prévention familiale. À chaque fois, on se rend compte que la santé prend une place de plus en plus importante chez les familles et les communautés. Et c'était justement ces points que nous voulions adresser. Donc, nous avons examiné la capacité des familles de prendre des décisions ainsi que de faire recours à des ressources appropriées. Et ensuite, nous avons examiné l'accès effectif aux soins et des santé formels, quel que soit avec l'aide d'un expert en santé ou pas.
Les méthodes pour mesurer l'accès à la santé continuent à évoluer, mais il faut toujours travailler sur les points de soins de soi-même dans le contexte de la planification familiale. Donc, je vais vous parler du guide que nous avons que nous avons développé en matière d'usage. Nous partons du principe que les soins doivent être holistiques, universels, et nous avons également analysé les informations qui existent en matière d'auto-soins. Après, nous avons fait une liste des interventions considérées comme des auto-soins par l'OMS, et nous avons fait encore une liste des soins les plus appropriés chez nos usagers. Ensuite, nous avons identifié une liste des soins les plus pertinents. Donc, après avoir pris comme point de départ la liste des autres soins de l'OMS, nous avons examiné le niveau des connaissances en matière d'auto-soins ainsi que la volonté des participants de recevoir des informations à ce sujet. Nous avons donner des informations sur la contraception d'urgence, les pilules et d'autres méthodes contraceptives, ainsi que des informations pour se mettre en contact avec les soignants. Dans notre étude, nous avons posé 21 questions aux participants au Kenya et Lagos. Dans ces diapos, vous voyez que 9 sur 10 femmes ont identifié comme leur moyen préféré de contact leur téléphone portable. Le taux le plus élevé dans l'usage du portable est trouvé à Lagos. Ensuite, nous avons posé la question aux femmes sur la source des informations et la source des produits au cas où elles n'arrivaient pas à leur payer de leur poste. Donc, elles ont répondu que normalement, il s'agissait de sources non conventionnelles. Ensuite, que les hôpitaux. Nous avons fait une question comparative. Nous avons demandé aux femmes s'ils seraient intéressés à faire appel à certaines sources que nous leur ont proposées. Et 52% des femmes ont répondu qu'elles seraient intéressées de recevoir des informations directement à la pharmacie, et 33% ont dit qu'elles s'intéresseraient à la réception des informations directement dans leur boîte aux lettres. Donc, voilà comment nous avons identifié des sources non conventionnelles pour livrer les informations aux femmes. Après, nous avons évalué les méthodes contraceptives mixtes. Nous avons posé des questions qualitatives à ce sujet et nous avons demandé davantage de détails pour identifier plusieurs sources d'informations en matière de planification familiale que vous voyez sur l'écran. Un exemple, c'est une étude que nous avons fait au Bangladesh,
Niger et en Ouganda, et nous avons fait de retrouvailles assez intéressantes à ces points. Nous avons des évidences limitées en matière d'auto-soins. Donc, nous avons posé des questions ouvertes pour stimuler ou permettre aux femmes de développer autant qu'elles désiraient. Nous nous sommes rendus compte que les femmes demandaient des auto-soins après avoir rencontré cette méthode. Dans les cas où les femmes ne savaient pas comment s'appliquer les auto-soins dans la planification familiale, nous avons entretenu une conversation pour leur expliquer tout d'abord les concepts d'auto-soins. Donc, nous nous sommes rendus compte que quand les gens sont ou tombent malades, ils utilisent tout d'abord les auto-soins et après ils vont à l'hôpital. Dans les cas de la planification familiale, les gens utilisent toutes les méthodes possibles, y compris la contraception réversible. Plus loin dans nos entretiens, nous avons posé des questions en lien avec le cadre méthodologique de l'OMS. Donc, vous voyez les similitudes et les différences, et chacune à gauche et à droite de l'écran. De cette façon, nous avons où nous nous sommes rendus compte de la définition que les femmes avaient sur la planification et la prévention. Au Népal et au Niger, nous avons posé des questions supplémentaires pour clarifier comment s'utilisaient les méthodes naturelles qui étaient plus utilisées qu'en Afrique. Nous avons également identifié des limitations au niveau de l'accès. En gros, les participantes ont communiqué un usage plus répandu des méthodes traditionnelles que conventionnelles, et ce qui était différent en Afrique, notamment en Ouganda. De cette façon, nous avons compris quelle était la relation des participantes avec les méthodes de planification, et nous avons vu qu'il y avait eu des pays où certaines méthodes étaient plus populaires que d'autres. Par exemple, en Ouganda, où certains choix étaient assez différents d'autres pays. Une fois que nous aurons toute l'information, il sera assez intéressant de voir si notre conclusion ressemble à la liste de l'OMS. En gros, nous sommes arrivés à certaines conclusions. Tout d'abord, nous avons vu qu'il était plus commun de faire recours aux méthodes et aux informations accessibles dans la communauté, et ensuite de faire recours aux informations en provenance directement des établissements et des soins. Donc, je n'ai pas la réponse à la question sur la façon pour stimuler que les femmes aillent plutôt à l'hôpital, mais nous continuerons à travailler sur ces points. Ce sujet est indispensable pour incorporer la notion d'auto-soin dans les programmes de santé nationaux. Ce que nous avons retrouvé à partir de notre évaluation qualitative, c'était que les femmes pensent être assez différemment ou en contraste avec les femmes d'autres pays.
et elles ont une définition assez différente de ce qui c'est et l'auto-soin. Encore ou un domaine de recherche supplémentaire serait celui de la recherche qualitative et quantitative. Et peut-être que nous pouvons faire davantage des études qualitatives pour approfondir nos conclusions qualitatives. Je voudrais remercier tous les experts qui ont travaillé pour la diffusion des auto-soins et de leur complémentarité en matière de planification familiale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Bruni. Il est assez intéressant de savoir comment utiliser les nouvelles méthodologies, le suivi, l'évaluation, et les auto-soins, ainsi que la fidélité des calendriers et la volonté des femmes de s'engager dans ces programmes, ce qui dépend bien sûr du contexte. Donc, nous avons également parlé de l'impact que ces études ont dans le développement des politiques publiques en matière d'évaluation et de suivi, ainsi que pour mieux comprendre les points de vue des femmes et d'avoir un vrai impact dans leur vie. Donc, je vais passer à une petite séance questions-réponses et je vais vous donner seulement quelques minutes pour poser des questions et je vais prendre 3 questions à la fois et ensuite je cède la parole à nos intervenantes pour y répondre. Allez-y, monsieur. Vous avez 30 secondes. L'interprète s'excuse. L'intervenante n'a pas utilisé le microphone. Encore une fois, l'interprète s'excuse. L'écho dans la salle ne permet pas de faire une interprétation fidèle. Merci. Allez-y, monsieur, vous avez 30 secondes. L'interprète s'excuse, on va faire un résumé de la question et en raison de l'écho dans la salle. Est-ce que nous avons examiné les côtés comportemental de cette situation? Une question pour le PMA qui concerne les différences entre les groupes d'analyse. Merci beaucoup pour votre question. Juste pour clarifier, il faut prendre en compte les différences entre un calendrier et un autre. L'interprète s'excuse, le participant n'a pas utilisé un microphone. Les choix d'une méthode 3 par 3 ou 10 par 10 dépend de la taille et du nombre de participants.
En ce qui concerne l'échantillon, il faut tout d'abord regarder le niveau de fidélité que les participants puissent apporter. À moins que nous ayons un échantillon séparé, il est assez compliqué de garantir le même niveau de fidélité. Avant de composer l'information dans leur portable pour que nous la recevions, il faut tout d'abord examiner le niveau de fidélité de l'échantillon. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez reposer votre question? Comment est-ce que votre méthodologie influence le comportement? Voilà la partie la plus difficile. Il est compliqué d'arriver ou de garantir un certain niveau d'assiduité préalablement. Donc, nous assumons depuis le début que les femmes vont participer. Mais je pense que même si nous ne puissions pas garantir l'assiduité dans la participation, il faut faire l'effort quand même. Je pense qu'il est risqué de penser qu'il y a une similitude assez stricte entre le comportement enregistré par voie numérique et la réalité. Mais je pense que nous devrons réfléchir comment ou nous devons réfléchir sur les moyens de comparaison entre les calendriers. Une approche stricte nous dirait qu'il y a une correspondance très stricte entre les informations dans les calendriers et les comportements réels de la personne. Mais nous devons prendre en compte la possibilité des inconsistances. Donc, par exemple, si une participante répond à une enquête dans les mois préalables ou le mois suivant à l'utilisation d'une méthode contraceptive, sa vision sur la contraception et l'assiduité est différente mais nous devons continuer à utiliser ce type de données. Mais même avec cette problème de consistance dans les données, il faut continuer à travailler et à promouvoir l'utilisation des rapports de ce type. Bonjour, et j'ai encore une question pour vous. L'interprète s'excuse, elle va rendre un résumé de la question. Il me semble que parfois, nous pensons que le taux de prévalence de la discontinuité est plus élevé qu'il ne l'est en réalité. Donc, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Excellente question. On va prendre encore deux questions.
matière de l'évaluation de la discontinuité, j'ai une question. Quelle est l'information qui arrive aux mains des femmes et qui leur fait changer de méthode contraceptive? L'interprète s'excuse, l'intervenante ne parle pas au microphone et il est impossible de comprendre ses propos. L'interprète s'excuse, il y a un participant en distanciel et il est assez compliqué de comprendre ce qu'il dit. Merci beaucoup pour votre question et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Donc, notre recherche se focalise sur autant de méthodes que possible. Nous avons toujours les problèmes de l'inconsistance entre les informations qui sont données de manière synchrone et de manière asynchrone. Il est encore plus difficile de collecter les informations sur les femmes qui utilisent plusieurs contraceptions dans le même mois. Et pourtant, nous travaillons dans des lieux, par exemple en RDC, où l'utilisation des contraceptifs traditionnels est assez répandue, ce qui rend notre travail plus facile. Donc, là où il y a des taux de prévalence dans l'utilisation des contraceptifs assez élevés et quels qu'ils soient des méthodes traditionnelles ou conventionnelles, il est plus facile de recollecter des informations consistantes. Je vous remercie. Je peux répondre à la question sur la discontinuité. Dans notre engagement 2020 et maintenant l'engagement de 2030, ce que nous voulons, c'est que cette information soit accessible et facile à interpréter au niveau local et national. De cette façon, nous voulons avoir des informations concrètes sur la discontinuité et pour que les femmes puissent prendre leurs décisions à un niveau individuel, mais nous voulons que ces données soient également utilisables dans les politiques de santé publique. Donc, peut-être notre collègue peut développer davantage sur la socialisation des indicateurs de l'engagement 2030. Chaque utilisatrice. Donc, dans le premier centre où on lui crée ce code-là, c'est ce code-là qui sera suivi même si elle part dans un autre. Et si le nouveau centre ou la nouvelle structure ou la nouvelle commune où elle se retrouve, elle doit y résider, elle restera là-bas avec ce code-là et l'information sera retransmise à son centre d'origine pour lui dire que la cliente numéro 61 janvier et tout ça est suivie chez nous. Donc, l'information va remonter via téléphone ou SMS dans son centre d'origine pour lui dire que désormais, c'est ici que cette cliente-là est suivie, mais elle sera suivie avec le numéro de son centre d'origine. Et si elle change 2 fois, il se passe quoi?
Non, même si elle change 2 fois ou 3 fois, c'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un programme, je vais dire, national. Donc, au niveau de toutes les structures du niveau national, on peut suivre, on peut retracer facilement une cliente et même savoir quelles sont les structures où elle a pu s'approvisionner tout au long de l'année. Donc, ça, c'est déjà un processus qui est assez établi. Alors, concernant donc les différentes réunions de consensus, il faut dire que ce sont des réunions qui réunissent à la fois les partenaires et en même temps les structures de santé et tous ceux qui interviennent dans la planification familiale. Et au cours de cette réunion, on discute sur les différents indicateurs concernant la planification familiale et pour pouvoir adopter ce que le pays donc décide. On peut présenter plusieurs scénarios et en fonction de ces scénarios, sur les calculs que nous faisons par rapport à l'analyse des données que nous présentons, on discute et on adopte via donc la méthodologie des TRAC 20, on adopte une valeur qui va devenir donc la valeur nationale sur tous les indicateurs, prévalence contraceptive, décès et tous les indicateurs qui sont proposés. Voilà comment est-ce que on le fait. Maintenant, sur les indicateurs, je vais dire FP 2030, il y a des engagements que l'État de Côte d'Ivoire prend. Et pour cette année, il y a 4 engagements. Ces engagements-là, on fait le suivi. On va proposer des indicateurs de suivi sur l'ensemble de ces engagements. Je peux donner par exemple un exemple concernant le financement de la planification familiale où l'État de Côte d'Ivoire s'engage à financer à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA chaque année pour l'achat des contraceptifs. Donc, il va falloir suivre, est-ce que cet engagement est effectif? Donc, on va proposer des indicateurs de suivi, de processus, jusqu'à l'aboutissement de cet indicateur-là, et puis en fin d'année, on fait le bilan. Voilà un peu ramasser ce qu'on peut faire concernant les indicateurs FP 2020. Merci. Are there any further questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? This concludes the panel on measuring on contraceptive Bon, behaviors. de cette façon, nous arrivons à la fin de cette I hope you'll take these conversations séance intitulée « Mesurer les comportements vis-à-vis de la contraception ». for the rest of the conference. Thank you. J'espère que vous profiterez bien de ce qui nous reste de la conférence. Je vous remercie.